Et donc aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sur ce que l'on fait dans le cadre du machine learning et de l'analyse prédictive chez SAP. Donc voici l'agenda. Tout d'abord, on va dire, des éléments de contexte sur ce que c'est que le machine learning, euh, ce que ça apporte aux entreprises, etc., où en sont les entreprises dans ce domaine-là. Ensuite, évidemment, on va regarder un petit peu ce que fait SAP dans ce domaine, donc on va dire le portefeuille de solutions, mais assez rapidement. Et puis on va faire un focus sur un produit qu'on appelle Predictive Analytics. On va bien sûr voir à quoi ça sert, hein, donc tout ce que disait Eric tout de suite, quelques use cases, et puis quelques exemples clients. Et à la fin, on essaiera de faire une démo d'un outil qui s'appelle Predictive Analytics. Donc, tout d'abord, une petite définition de ce que c'est que le machine learning ou l'analyse prédictive. Les mots changent beaucoup, on va dire, ces temps-ci, hein. On a parlé beaucoup de big data, on a parlé beaucoup de predictive analytics il y a quelques années, on parle beaucoup de machine learning aujourd'hui. Et puis, on va dire, il y a 10-15 ans, on parlait beaucoup de data mining, des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une définition de Wikipédia, hein, c'est pas du tout la mienne. C'est une définition qui correspond à qu'est-ce que c'est que l'analyse prédictive. Comme vous pouvez le voir, c'est l'analyse prédictive, le machine learning, le data mining. On va dire c'est un petit peu la même chose. C'est en fait l'analyse statistique de données, des données qui sont passées hein, souvent, et puis on essaie de trouver dans ces données des corrélations pour essayer de prévoir quelque chose. Alors c'est très vague hein, comme définition, mais c'était juste pour repositionner des mots-clés, des mots qui font un petit peu de buzz un peu partout, hein, comme je le dis tout de suite, l'analyse prédictive, le machine learning, data mining, etc. C'est un petit peu la même chose, c'est juste quelques algorithmes qui vont être différents, et on le verra tout à l'heure, suivant les données que vous traitez, hein, suivant que ce soit des données numériques, des données d'analyse de texte, des données d'analyse d'images, etc., etc. On va utiliser des algorithmes différents, mais on va dire la base est la même, hein. C'est vraiment utiliser des données historiques que vous avez souvent déjà dans vos systèmes pour essayer de prévoir quelque chose. Je suis passé, si on regarde dans ce qu'on va appeler le continuum analytics, hein, donc ça c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. On va avoir deux grandes parties, hein, la partie en grise et la partie en bleu. Et cette partie en grise correspond plutôt au monde de la BI, hein, extrêmement connu depuis des années. Donc que ça soit du reporting classique, du reporting institutionnel, avec le dernier step, on va dire, qui est la visualisation agile, hein, comment je fais pour rentrer dans mes données et comprendre un petit peu tout seul ce qui se passe. La grande différence, on va dire, dans tout ça, ce sont les questions que l'on va se poser. C'est-à-dire que souvent, on utilise un petit peu les mêmes données, hein, on va utiliser les données, le début, le tout début, là où on voit raw data, hein, les données brutes, comment je fais pour faire ces analyses. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, hein, tout ce qui est analyse BI, et puis l'analyse statistique avancée, l'analyse prédictive. La grande différence, donc, comme je le disais tout de suite, c'est les questions qu'on va se poser. Sur la partie grise, on va plutôt essayer d'utiliser des indicateurs statistiques assez simples, hein, des moyennes, des sommes. Donc, des exemples, ça peut être combien de fois ma machine est tombée en panne la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, etc. On va dire des indicateurs très simples. On agrège les données et puis on essaye d'avoir, on va dire, un petit rapport statistique qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est le what happened hein, dans le passé. Plus on va avancer dans son continuum ou dans cette, on va dire, flèche de valeur, plus on va essayer de rentrer dans le détail des données et on va plus seulement faire des moyennes ou des sommes, etc. On va essayer d'utiliser des techniques, hein, donc c'est ce qu'on a vu tout de suite, le machine learning, le prédictif, etc. Pour essayer de comprendre, d'aller un petit peu plus dans le détail des données. Donc ça commence un petit peu avec la visualisation agile, hein. Souvent on va essayer de rentrer dans les données en faisant un, un, un drill down, hein, voilà, excusez-moi, dans un indicateur, et puis dans cet indicateur, on va essayer de comprendre pourquoi cette somme, elle fait 10, et puis on va essayer de rentrer petit à petit dans l'indicateur. Dès qu'on passe dans l'analyse statistique avancée ou l'analyse prédictive, etc., on va essayer de comprendre, d'aller un peu plus dans le détail, dans la compréhension du problème, et donc on va commencer à faire des modèles mathématiques un peu plus complexes. Donc non pas que des sommes et des moyennes, mais on va essayer de faire des corrélations entre variables. Donc c'est là où arrivent les mots de machine learning, etc.
Et puis, on va essayer de comprendre, on va dire, le pourquoi. Hein. C'est pas seulement ma machine est tombée en panne la semaine dernière, mais c'est pourquoi elle est tombée en panne. Donc, pour dire pourquoi, il faut évidemment avoir plus de données, hein, des données de production, des données de maintenance, ce que vous voulez. Mais c'est ça, toutes ces corrélations entre variables qui potentiellement expliquent un phénomène. Une fois qu'on a compris ça, hein, une fois qu'on a compris pourquoi la machine était tombée en panne, et qu'on a compris aussi qu'elle était tombée en panne une fois la semaine dernière, 10 fois le mois d'avant, etc., etc., le step d'après, hein, c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer. Hein. Donc c'est là où on parle de prédictif. Et donc c'est de se dire, bah tiens, je pense que cette machine, hein, celle qui est dans cette usine là-bas, elle a une probabilité X ou Y de tomber en panne la semaine prochaine. Hein. Donc c'est quand même, c'est pour ça qu'on appelle ça le continuum, c'est parce que il y a vraiment une continuité entre le passé, la compréhension du passé, et donc quand on applique cette compréhension, essayer de prévoir ce qui va se passer demain. Donc là, vous voyez des mots hein, que vous connaissez sûrement déjà, l'analyse prédictive, donc, et puis l'optimisation, etc., etc. Si on regarde un petit peu la situation aujourd'hui, donc là, ces phrases, elles ne viennent pas de moi, je ne vais pas les lire, hein, mais aujourd'hui, que ce soit McKinsey, Gartner, Forrester, etc., ils disent tous un peu la même chose. Alors, on va utiliser des mots différents, hein, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est encore un mot dont j'ai pas parlé au début dans la définition, mais ça, c'est le mot actuel. Hein. Donc, l'intelligence artificielle, le machine learning, ou le data-driven business. Hein. Donc, comment je fais pour utiliser la donnée pour gérer mon entreprise. Alors les phrases qui sont données ici sont assez vagues, mais l'idée euh, l'idée elle est assez simple, c'est si je le fais pas, et ben je suis sûr entre guillemets que mes compétiteurs vont me dépasser. Hein, c'est un peu l'idée hein, qu'on va voir dans le deuxième, hein, que dit Gartner, le risque d'investir un peu trop tard dans ces technologies eh ben, est beaucoup plus important que le risque d'investir trop tôt. Hein, donc c'est assez clair. Aujourd'hui, on a plein de données dans nos systèmes, hein, même chez nous SAP, et donc bah, il faut vraiment essayer de sortir de toutes ces données, on va dire, de l'intelligence et des insights, hein, donc de l'information, et donc essayer d'utiliser ça pour gérer notre business. Quelques chiffres là qu'on voit ici du Forrester. Une étude montre que des entreprises qui aujourd'hui, on va dire, sont data-driven business, hein, donc des entreprises qui gèrent vraiment la data au cœur de leur processus d'entreprise, aujourd'hui représentent à peu près 300 milliards de chiffre d'affaires en 2015 hein, et vont passer en 2020, hein, donc cette croissance de leur chiffre d'affaires devrait passer à 1,2 millier de milliards. Hein. Donc de 330 milliards à 1,2 millier de milliards en 2020. Donc il y a vraiment une croissance forte due à ce phénomène qui est l'analyse de la donnée pour prendre de bonnes décisions. Alors comment on devient aujourd'hui une data-driven company hein, comment je fais aujourd'hui pour utiliser ça pour prendre de bonnes décisions. Alors, on va dire il y a plusieurs points importants. On en a mis 3 ici. C'est déjà le fait d'utiliser tout type de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au salon Big Data la semaine dernière. Et c'est vrai que le big data, il y a le mot big dedans, hein, qui veut dire gros, mais il y a aussi, je pense, quelque chose de très important, c'est la variété des données. Alors là, c'est là où on met ici type de données. Qu'est-ce que c'est que la variété? Ça peut être des données texte. Hein. Dans certains business, on va utiliser des tweets, on va utiliser Facebook, on va utiliser voilà, des analyses de texte assez classiques. Mais c'est aussi l'analyse d'images. Hein. Certains use cases ont besoin d'analyse d'images hein, qui se développent de plus en plus hein, avec l'arrivée des drones, avec de plus en plus de caméras, etc. Donc l'analyse d'image peut être très importante. Et puis c'est aussi vos données numériques. Et puis c'est aussi les données qui viennent de vos systèmes transactionnels de type ERP, SAP, etc. Et tous ces types de données, en fait, peuvent, on va dire, ont sûrement beaucoup d'informations à vous donner. Donc il y a cette notion de, je n'utilise pas que des données numériques, hein, j'utilise tout type de données. Donc ça c'est extrêmement important d'avoir ça en tête,
parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir dans toutes les entreprises des sources, alors pas obligatoirement sources au sens technologique ou, euh, ou qui est-ce qui m'a vendu telle base de données, hein, mais des sources de données différentes, de capteurs, d'images, comme on l'a dit, hein, d'analyse de texte, pourquoi pas un système, un SIG, un système géospatial, etc., etc. Donc il faut avoir cette vision de je vais essayer de comprendre comment je peux faire pour analyser tous les types de données que j'ai déjà aujourd'hui et qui sont en train d'arriver. Le deuxième point, c'est le machine learning across the enterprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez clair, c'est-à-dire que souvent on va commencer pour savoir si le machine learning ou l'analyse prédictive ou l'analyse statistique, ça vaut le coup dans mon entreprise. On va commencer par un petit prototype, un POC, hein, un proof of concept. On va dire, tiens, on va tester ce type de technologie sur un cas d'usage, et puis si ce cas d'usage marche, on va essayer de l'industrialiser. Alors ce qui est important, c'est que les cas d'usage, en fait, on le verra tout à l'heure, on en a partout. Et donc si on veut vraiment être un data-driven business, ça veut dire qu'il faut déployer ce type de façon de penser, ce type de méthodologie, en fait, dans toute l'entreprise. Alors ça peut être, on va le voir, hein, dans la finance, dans la partie commerciale, dans la partie production, dans la partie logistique, dans la partie, etc., etc. Donc c'est important d'avoir cette vision aussi que c'est pas seulement sur un use case que je vais déployer ce type de technologie. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce que ça va avoir des implications assez importantes sur les technologies que vous allez mettre justement pour pouvoir réaliser ces use cases. Hein. Donc, ça, c'est un point assez important. Et puis, le dernier point, hein, bon après, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais le dernier point sur ce slide, c'est comment je fais justement pour automatiser ces décisions. Alors, automatiser les décisions, ça marche dans certains cas, ou sinon, c'est comment je fais pour mettre à disposition ces informations pour que quelqu'un puisse prendre une bonne décision. Hein. Donc c'est aussi comment je fais pour embarquer cette intelligence, cette nouvelle intelligence, dans mes business process, pour que quelqu'un puisse prendre la bonne décision, ou la décision la plus adaptée en fonction de la situation. Donc c'est vraiment cette automatisation ou industrialisation de cette intelligence au sein de mon entreprise. Donc à tous les niveaux, comme on vient de le voir, et en utilisant, on va dire, un peu tous les types de données, quel que soit son format ou l'information qu'il donne. Donc ça, on va dire, c'est un peu la définition d'un data-driven business. Hein, c'est vraiment cette diffusion, ouais, je pense que c'est le bon mot, cette diffusion de cette intelligence un petit peu à tous les niveaux de mon entreprise et en essayant d'automatiser au maximum ces business process. C'est vrai que ça c'est, on va dire, c'est la vision. Hein, je suis passé sur un slide différent, Eric me dit que je le vois pas. C'est la vision de comment je deviens un data-driven business, mais bon, il y a quand même des freins. Hein, c'est pas toujours simple de faire ça. Alors on vient de le dire, on va avoir des données de type extrêmement varié. Hein, là, on a mis des trucs de type conversation, voilà, avec l'arrivée de chatbot, etc. Voilà, le conversationnel. On va avoir de la transaction dans les RP, on va avoir des machines, donc des données extrêmement variées dans des systèmes différents qui sont souvent en silo, hein, il faut quand même le dire. Et donc, c'est pas toujours simple de faire cette convergence, on va dire, dans une plateforme qui potentiellement pourrait recouper tout ça. Donc ça, c'est le premier point. C'est quand même assez, c'est pas simple, c'est pas trivial de prendre ça en compte. Le deuxième point, c'est l'analytical skill gap. Alors ça, je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Bon, ça, c'est des analystes qui ont été faits, des analyses pardon, qui ont été faits par des analystes ici McKinsey. Qui dit, bah voilà, aujourd'hui, on a un manque en termes de data scientists, on va dire, ou de gens qui ont des compétences analytiques profondes, extrêmement développées, aujourd'hui, d'un petit peu moins de 200 000 personnes. Donc c'est déjà quand même important. Hein. Dans les entreprises, on a 1, 2, 10, suivant vos business, data scientists, ou des gens qui ont vraiment des connaissances approfondies dans le domaine. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Donc il y a ce skill gap hein, qui est quand même présent.
En plus de ça, on dit, bah voilà, il y a ceux qui ont vraiment des compétences extrêmement approfondies, mais il y a aussi des gens qui arrivent à comprendre ce que ces gens-là font. Et donc là, on est déjà aujourd'hui à 1,5 million de personnel, enfin, ou de personnes qui manquent, hein, donc que ce soit des managers qui comprennent ce que les gens, ce que les data scientists, on va dire, vont raconter, ou même des analystes qui peuvent consommer cette information. Donc il y a quand même aussi une adéquation entre bah, j'arrive à traiter mes données, je le fais, mais il y a des gens qui comprennent ce que je fais, hein, donc il y a ce problème-là. Et puis il y a, on va dire, une croyance de, bah, en fait, c'est super compliqué. Alors, c'est pas vrai, hein, pas complètement. Il y a des choses qui sont compliquées, mais des choses qui ne le sont pas. Et donc, ça, c'est les croyances qu'on rencontre un petit peu sur le marché, chez nos clients, qui disent, ouais, ça va être, j'ai pas de data scientist, c'est beaucoup trop compliqué, etc. Je vais passer beaucoup trop de temps, et puis je suis pas sûr que ça m'apporte quelque chose. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on remarque un peu tous les jours, hein, les freins, on va dire, à cette adoption. Et puis quand on remarque ces freins à cette adoption, on a, elle est pas fondée sur rien du tout, hein. C'est que les approches traditionnelles de machine learning, data mining, etc., reposent, il est vrai, sur des compétences assez rares et très développées, sur, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, quand on fait un petit POC, eh ben, on va passer beaucoup de temps à préparer les données, à aller chercher des données dans des sources différentes. Alors, ça va être du management de silos assez complexe. Et donc, on va se dire, bah, donc, ce POC, il était quand même assez complexe, hein, c'était pas facile de le faire. J'ai passé vachement de temps à faire mon premier modèle. Et puis, bah, mon premier modèle, maintenant, est-ce qu'il est encore bon? Donc, il y a cette notion de maintenance de modèle, maintenance de ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc il y a quand même aussi une approche, on va dire, traditionnelle qui est assez complexe. Et puis, bah, comme je le disais tout de suite, hein, on passe beaucoup de temps, avant de commencer à industrialiser, en fait, on passe beaucoup de temps à chercher les données, faire des extractions, des petits fichiers Excel, des différents systèmes, etc., etc. Donc tout ça, ça simplifie pas, on va dire, les points qu'on a vus juste avant, et ça simplifie pas, on va dire, la vision de la simplicité d'un data-driven business. Alors, cela étant, vous imaginez bien que si je vous dis tout ça, c'est parce on va essayer de proposer quelque chose pour simplifier tout ça, hein, pour simplifier cette vision, cette approche et cette méthodologie. Et donc là, en quelques minutes, je vais vous présenter un petit peu le portefeuille de solutions d'analyse statistique avancée ou de machine learning chez SAP. Alors, là, je suis passé sur une pyramide, hein, tu me dis, Eric, si tu la vois pas, mais bon, si tu la vois, tu me dis, non, c'est parfait. Et donc, le machine learning ou l'analyse prédictive chez SAP, on va la mettre à différents niveaux. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et donc, cette pyramide, comme vous pouvez la voir, on a mis 3 niveaux, on aurait pu en mettre 4 ou 2, hein, suivant la simplicité qu'on veut avoir. Mais on va dire, on va la placer à 3 niveaux. On va la placer dans un niveau qu'on va appeler des applications intelligentes. Et donc là, c'est le cœur des business depuis 40 ans de SAP. Ça peut être l'ERP, hein, ça peut être le CRM, des applications de ressources humaines, etc. Donc c'est vraiment les applications SAP qu'on va rendre de plus en plus intelligentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des algorithmes qui peuvent être très compliqués, et ben en fait on va complètement les cacher. Il y aura une mini démo tout à l'heure d'une application sur Idris où on a été intégré des algorithmes extrêmement compliqués, des algorithmes de data science dans l'application. Donc l'application est consommée par des utilisateurs qui, excusez-moi l'expression, mais ils n'y connaissent rien en machine learning, mais consomment de l'information pour prendre de bonnes décisions. Donc ça, c'est vraiment une vision de plus en plus vers laquelle on va. Hein. On va vers des applications de plus en plus intelligentes, donc qui embarquent des algorithmes plus ou moins complexes nativement, on va dire. Hein. Donc ça, il y aura une petite démo très très rapide de ça tout à l'heure. Alors ça, comme on le voit sur la droite, là, il y a un nombre de users et les compétences statistiques ou les compétences en machine learning. Donc là, quand on consomme cette information dans le cadre d'une application, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir des compétences en stats, on va dire,
et puis il y a beaucoup de gens qui consomment ces informations. Donc là, c'est vraiment le triangle du haut. Pour faire ça, pour pouvoir rendre ces applications un peu plus intelligentes, et ben évidemment, il faut utiliser des outils à un moment donné qui permettent de générer cette intelligence. Et donc c'est là où on se retrouve dans la partie un tout petit peu plus en dessous, là, qui s'appelle Predictive Analytics, où on va être dans des outils pour développer ces modèles mathématiques. Donc là, ça va être la démo que je vais vous faire tout à l'heure aussi, de Predictive Analytics, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet, de façon simple, de créer des modèles mathématiques plus ou moins complexes à destination d'applicatifs, donc d'applicatifs SAP ou de SAP. Hein, donc c'est la deuxième partie de la pyramide. Et puis la troisième partie de la pyramide, hein, c'est-à-dire que tous ces algorithmes qui sont dans cet outil Predictive Analytics reposent évidemment sur un socle technologique qui est plutôt là à destination de data scientists ou de développeurs, donc on va dire IT, etc., qui repose sur un socle technologique dont vous avez sûrement déjà entendu parler, hein, qui peut être HANA, les librairies qui sont dans HANA, et donc des librairies qui sont soit propriétaires SAP, soit non propriétaires, de type open source. Hein, donc là, on va parler du langage statistique R, on va parler de Python, on va parler de TensorFlow, hein, TensorFlow qui est des librairies Google. Et donc, on repose sur un socle technologique où se situent, on va dire, toutes les librairies statistiques et mathématiques qui permettent de créer ces algorithmes, qui permettent, elles, après, d'embarquer cette intelligence dans nos applications. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les différents niveaux où SAP intègre cette intelligence. Hein. Donc le niveau vraiment librairie, le niveau application pour créer ces modèles, et puis le niveau applicatif au sens SAP, où cette intelligence est embarquée de façon native. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais plutôt faire un focus sur cette partie-là. On pourrait parler pendant des heures et des heures de ces trois niveaux, mais je vais plutôt faire un focus aujourd'hui sur cette partie qu'on appelle Predictive Analytics. Alors pourquoi je fais un focus sur cette partie-là? C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure assez rapidement, SAP a pour ambition d'automatiser au maximum cette démarche, cette méthodologie de machine learning pour plusieurs raisons. Alors, pourquoi automatiser ça? La raison, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour être un data-driven business, il faut essayer de mettre cette intelligence un petit peu dans tous nos processus d'entreprise, hein, que ce soit la production, le CRM, etc., comme on l'a vu. Et donc, pour ça, comme on a vu qu'il y avait aussi un problème de nombre de personnes compétentes ou en capacité de les créer, et en fait, il faut automatiser le plus possible pour que ces modèles ne soient pas compliqués à créer. Donc c'est ce qu'on appelle le Enabling Everyone to Build Models. Alors c'est pour essayer justement de simplifier, de faciliter cette adoption et qu'on ne soit pas obligé d'être data scientist pour créer des modèles. Donc ça c'est un premier point qui est assez important et qui est justement cette création de modèles mathématiques. Le deuxième point, c'est, on en a parlé aussi un petit peu, l'automatisation du process end-to-end. Et alors, c'est quoi le processus end-to-end? On le verra aussi un petit peu après. C'est-à-dire que quand on parle d'un processus de machine learning, hein, il y a plusieurs étapes. Je prépare mes données, je travaille sur mes données parce qu'elles sont jamais exactement comme il faut, je fais des modèles mathématiques, ces modèles mathématiques, je les valide. Après qu'ils soient validés, je veux les implémenter en production. Et après, il y a une notion de cycle de vie du modèle extrêmement importante à avoir en tête, parce qu'un modèle que je fais aujourd'hui ne sera peut-être plus bon demain, ou ne sera peut-être plus bon dans un mois, ou dans 6 mois, ou dans un an. Et donc, il y a une notion de cycle de vie qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par le Automated End-to-End Process. Donc on va le voir aussi un petit peu en détail, ces trois points. Et puis évidemment, le dernier point qu'on a vu, hein, et on le voyait un petit peu dans la pyramide, c'est comment je fais pour être sûr que ces modèles mathématiques ou cette intelligence, hein,
soit pas sur mon petit PC, soit pas dans mon coin, dans mon bureau, mais soit embarqué dans les business process ou dans un processus d'entreprise, on va dire, et soit consommé par les utilisateurs finaux, hein. Que ce soit un commercial si on parle de business, ou que ce soit un ingénieur de production si on est sur une ligne de production. Comment je fais pour être sûr que cette information, cette nouvelle intelligence, soit consommée par ceux qui doivent la consommer, on va dire. Alors si on rentre dans le enabling, euh, enabling, enfin enabling, donner la possibilité à plus de gens de créer ces modèles mathématiques, on va avoir trois parties qui vont être importantes, hein. Donc ça, on va le voir sur les quelques slides qui vont suivre et pendant la démo aussi. Mais on va dire les grandes parties, c'est la préparation des données. Alors, je ne sais pas si dans ce webinaire, beaucoup de personnes sont habituées à faire ce genre d'analyse, mais c'est vrai que souvent, quand on commence à faire du machine learning, eh ben, on va se rendre compte assez rapidement que avec mes différentes sources de données, hein, on a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, mon petit fichier Excel dans un coin, mon petit Hadoop là-bas, eh ben, c'est pas simple de créer, de préparer ce fichier de données sur lequel je vais faire un modèle mathématique. Je vais avoir des données de différents types, ça peut être des données nominales, des données ordinales, je vais avoir des données manquantes, je vais avoir des données avec des distributions particulières. Donc là, en plus, c'est des choses qui sont assez complexes, hein, souvent, en termes statistiques. Et puis donc là, déjà, je suis un petit peu perdu. Donc ça, en fait, on va le voir hein, pendant la démo, on a automatisé, on va dire, une énorme partie de ça, de ce pré-traitement des données, parce que quand vous avez des données manquantes, par exemple, c'est super pénible. Une donnée manquante, eh ben, c'est une donnée qu'on ne peut pas analyser, et donc c'est assez pénible pour en faire des modèles mathématiques avec ça. Donc ça, c'est le genre d'exemple. Quand on a des données manquantes ou aberrantes, hein, c'est ce qu'on appelle ici les outliers, eh ben, si on les traite pas avant de faire un modèle mathématique, eh ben, un modèle mathématique, il ne marchera pas. Donc ça, on va le voir, hein, c'est des choses qu'on a automatisées hein, dans le processus, et donc qui permettent de gagner vachement de temps dans ce processus analytique. La deuxième partie, c'est qu'on a dans cet outil, pour ceux qui le connaissent, ça vient de l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle KXEL, une entreprise française, hein, qui a démarré un peu dans les années 2000. Et donc, cette entreprise a créé avec quelqu'un qui s'appelle un mathématicien russe qui s'appelle Vladimir Vatnik, une nouvelle méthodologie de création de modèles mathématiques. Donc c'est basé sur des technologies qu'on appelle SRM, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On a des papiers techniques pour ceux qui le souhaitent, hein, donc il n'y a pas de souci, on pourra communiquer là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est que on va donner un fichier en entrée à ces algorithmes, et en fait l'outil va automatiquement optimiser le modèle pour trouver le meilleur modèle tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, tiens, je vais changer tel paramètre du modèle, tiens, je vais faire ceci, tiens, je vais faire cela, je vais tester une autre technique statistique, etc. etc. Tout ça, c'est en fait automatisé, ce qui permet en fait et on le verra bien pendant la démo, ce qui permet en fait à un bon statisticien, alors, on va pas dire à tout le monde, mais à quelqu'un qui n'est pas data scientist, qui n'est pas un super technicien en stats, de créer des modèles très facilement. Et puis la troisième partie qui est extrêmement importante, c'est une fois que j'ai préparé mes données assez facilement, que j'ai fait des modèles facilement, et ben c'est de comprendre les résultats de ce modèle. Parce que bon, c'est bien de faire des modèles, mais il faut quand même que je comprenne un petit peu ce que ça veut dire. Et donc là, on, automatiquement, l'outil va générer de nombreux rapports statistiques, hein, qu'ils soient graphiques ou tabulaires, etc., etc., des indicateurs de qualité pour est-ce que mon modèle il est bon, est-ce que je suis sûr qu'il est bon, est-ce que je peux le réutiliser. Voilà, tous les indicateurs statistiques importants qui permettent de prendre une décision, est-ce que mon modèle est bon ou pas bon, sont générés automatiquement par l'outil. Alors pourquoi je parle de ça aussi, le côté résultat compréhensible, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des classes d'algorithmes extrêmement répandues dans les médias ou dans certains types d'analyses, hein, qui sont par exemple les réseaux de neurones, et qu'on peut faire aussi, hein, les réseaux de neurones, il n'y a pas de problème. Ce sont des très bons algos. Mais le problème de ce genre de technique, c'est que malheureusement, les résultats ne sont pas interprétables.
C'est-à-dire qu'on sait que les réseaux de neurones marchent bien, hein, ça marche, c'est une technique qui marche bien. Le problème, c'est que quand on vous dit, bah, cette machine a 80% de chances de tomber en panne, bah, le réseau de neurones, il ne vous dit pas pourquoi. Alors, c'est quand même, en termes de business, en termes d'applicabilité, je ne sais pas si ça se dit en français, de possibilité à un business user, donc quelqu'un qui serait sur la ligne de production, et qui a, tiens, ta machine, elle va tomber en panne avec une probabilité de 80%, il va dire, bah, pourquoi, hein? Donc, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle ne tombe pas en panne? Et donc, les réseaux de neurones n'apportent pas cette compréhension de la décision. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un peu des algorithmes black box, hein. Et ça, c'est un peu un côté négatif de ce genre de technique. C'est que ça marche bien, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, l'adoption sur le terrain, hein, l'adoption pour un commercial, pour quelqu'un sur une ligne de production, etc., et dans ce cas-là, beaucoup plus difficile. Voilà. Donc c'est là pour ça que je voulais insister sur ce point. Donc là, on va aller rapidement, parce qu'en plus, comme je parle beaucoup, je vois que le temps avance. Quand on fait du machine learning, justement, ce côté machine learning automation, j'en ai parlé, donc je vais aller vite, est divisé en plusieurs étapes, hein. Donc c'est souvent basé sur la méthode CRISP, hein, CRISP-DM, on pourra communiquer là-dessus, hein. C'est une méthodologie enfin, une méthodologie en plusieurs étapes, hein. Je prépare mes données, je crée mon modèle, je valide mon modèle, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc c'est ça où c'est ce qu'on appelle workflow analytique, hein, il est assez classique. Je vais mettre différentes sources de données ensemble, hein. Je vais faire ce qu'on peut appeler des jointures en base de données, plus simple. Je vais créer des indicateurs, hein. Plutôt que d'avoir toutes les lignes et donc des millions ou des milliards de lignes, bah, je vais créer des indicateurs bah, par exemple, si on prend l'exemple de la machine, plutôt que d'avoir la machine et puis tous ces capteurs pendant 3 jours, donc des millions de lignes qui expliquent la machine, et ben je vais aller dire, bah, cette machine-là, elle était en moyenne à telle température, elle est tombée une fois en panne, etc. Donc on va créer, c'est ce qu'on va appeler le feature engineering, hein, pour des mots un peu en anglais, et donc créer des indicateurs sur ces éléments. Donc ça, c'est sur la partie data management. C'est extrêmement important à prendre en compte, puisque quand on fait du machine learning, ça n'arrive, je pense, jamais que le fichier soit déjà exactement comme il faut pour pouvoir créer des modèles mathématiques. Donc il y a toujours cette partie préparation de données. Alors, cette partie préparation de données, quand on dit qu'on fait de l'automatisation ou de l'industrialisation, c'est-à-dire que on va utiliser des clics, hein, on va pas coder, hein, on va utiliser des clics, etc. pour faire cette transformation de données. Et cette transformation de données, elle génère du code SQL, ou elle génère du code qui est évidemment réutilisable derrière, hein. Donc, quand on parle d'automatisation du processus, c'est que tout ça, en fait, va générer du code qui pourra être utilisé dans un processus continu. Donc après, il y a plusieurs solutions pour créer nos modèles mathématiques, hein. Donc là, je vous ai parlé de Vladimir Vapnik, etc. Donc avec ses algorithmes propriétaires. Donc là, c'est la partie on va appeler automated, hein, automated modeler. Donc c'est là où ça va être le sujet de ma démo, où bah, en effet, on va cliquer sur 2-3 boutons et puis ça va nous générer un modèle automatiquement. Ces librairies d'algorithmes sont disponibles dans l'outil qui est un outil pour end user, hein, on va dire, mais c'est des librairies qu'on a aussi implémentées dans notre plateforme ANA, hein, et donc c'est ce que on appelle APL, hein, pour ceux qui connaissent un peu plus ANA, APL, Automated Predictive Library, qui est disponible aussi dans ANA. Donc si on est sur ce type de plateforme, c'est pas le petit outil qui est sur mon PC qui va travailler, c'est bien évidemment le côté serveur, et le côté serveur étant ANA, c'est le côté APL. Si on veut développer, dans certains cas d'usage, des algorithmes extrêmement particuliers pour un business, pour un use case spécifique, ou si on veut développer un algorithme dans l'industrie, on utilise beaucoup de loi de Vébule, etc., etc. La loi de Vébule, bah, elle n'est pas dans Automated Modeler, et donc on a une partie qu'on appelle Expert Analytics, où on peut aller, comme vous le voyez sur cette capture d'écran, où on peut aller développer un workflow analytique, hein, développer ses propres algorithmes, évidemment, hein, si on veut. Mais là, on s'intéresse plutôt à un data scientist ou à un expert de son domaine
Et puis, on a dans cette partie de nombreux algorithmes qui ont été mis par défaut, réseau de neurones, adaptation logistique, un peu tout ce que vous voulez. Et puis, si jamais ça ne suffit pas, parce que vous êtes dans la pharmacie et que vous voulez voir un truc extrêmement précis, un réseau bayésien dans la pharmacie, etc., et dans ce cas-là, on va utiliser des librairies R, avec, pour ceux qui connaissent, des milliers et des milliers de librairies disponibles en open source, que l'on peut mettre à disposition dans cet outil, et pour avoir exactement l'algorithme que vous souhaitez. Bon. Donc ça, c'est cette possibilité-là aussi qui est ouverte, qui est donnée, d'ouvrir sur des algorithmes extérieurs et non pas propriétaires. Ou des choses qui ont déjà été faites par des experts. Par exemple, je parlais de la pharmacie. Dans la pharmacie, il y a plein de gens qui développent des algos en R, extrêmement spécifiques à ce domaine. Et ce serait dommage de ne pas en profiter, puisque ça a déjà été créé par d'autres. Ça, on va dire, c'est sur le processus classique. Notre outil, Predictive Analytics, permet aussi de faire tout ce qui est analyse de liens. On appelle ça le Social Network Analysis, SNA. Alors, Social Network, c'est pas les réseaux sociaux au sens Facebook, c'est vraiment les réseaux, comme vous le voyez sur cette petite image, les réseaux au sens communauté. Qui est, si on prend par exemple le réseau au sens communauté quand on est sur LinkedIn, je vais voir les amis avec qui, les amis, les collègues avec qui je suis connecté. Et puis ces gens sont connectés avec d'autres gens, etc., etc. Donc c'est ce graphe, au sens mathématique, de connexion, de communauté. Et donc dans une communauté, on va avoir des notions d'influenceurs, de followers, etc., etc. Un peu comme on peut retrouver dans les réseaux sociaux au sens Facebook, etc. Mais ce sont des informations d'analyse de liens entre personnes. Donc c'est des choses qu'on va utiliser beaucoup dans la fraude, par exemple, dans le cas d'usage de fraude, où on va essayer de voir les liens cachés entre des gens, ou des liens cachés entre des transactions, etc., etc. On peut évidemment tout de suite transposer ça dans le milieu de la sécurité, que ce soit terrorisme, police, etc. Comment je fais pour déterminer que telle personne était connectée avec telle personne, avec tel autre, avec tel groupe, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va utiliser beaucoup dans l'analyse de liens, donc dans tout ce qui va être sécurité, fraude, mais qu'on va aussi utiliser dans la partie commerciale, à savoir des moteurs de recommandation de type, voilà, surtout maintenant sur tous les sites, vous avez des moteurs de recommandation, comme sur Amazon, vous vous baladez quelque part, et puis on va vous proposer tel produit, qui ne correspondent pas notamment à ce que je suis en train de regarder, parce que la force d'une recommandation, c'est pas de proposer quelque chose que je suis en train de regarder, la force d'une recommandation, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui correspond à mon profil. Voilà, donc ça c'est comme ça, quoi. Et l'analyse de liens, pour ça, elle est parfaite. Si j'ai un individu qui me ressemble beaucoup dans un réseau, dans un autre réseau, et que lui, il est propriétaire, il a acheté tel DVD, et que moi je l'ai pas, ça peut être intéressant qu'on me le propose, quoi. Donc c'est vraiment ces analyses de liens et de similarité, on va dire, entre individus qu'on utilise dans ces moteurs de recommandation. Une fois qu'on a fait ces analyses, donc soit le slide d'avant, soit ce qu'on est en train de voir ici, il y a cette notion de scoring, et cette notion de scoring, elle est extrêmement importante, c'est comment je fais pour faire un output. J'ai un modèle mathématique, j'ai analysé mes données, j'ai préparé mes données, j'ai fait un modèle mathématique. Maintenant, comment je fais pour donner le résultat de ce modèle mathématique à mes business users, parce qu'on a bien dit, c'est pas pour rester sur un petit PC. Et donc cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler le scoring. Comment je fais pour, quand un nouveau client arrive dans mon magasin, me dire, tiens, ce client, il a besoin de ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler le scoring, donner une probabilité à un événement d'arriver, ou donner une probabilité, par exemple, à un consommateur d'acheter tel ou tel produit. Alors là, on le verra aussi pendant la petite démo très rapide, c'est ce scoring, c'est intéressant quand il reste sur mon PC, sur mon ordinateur, c'est déjà une première info. Par contre, comment je fais pour automatiser ce scoring? Et donc c'est là où on va avoir tout à l'heure qu'on arrive à générer du code. J'ai créé un modèle mathématique, je vais générer du code en C, en C++, en SQL pour n'importe quel type de base de données, etc., en Java. Et ce code, je vais l'intégrer dans mon business process. Donc je vais l'intégrer dans mon CRM.
Donc l'utilisateur du CRM, eh ben, dès qu'il va rentrer un nouveau client, paf, le scoring il va être automatique puisque l'intelligence est devenue est intégrée à cette application. Ça c'est un moyen, on va dire, de mettre à disposition cette intelligence dans les applications. Et puis après, le dernier point dont on a parlé très rapidement tout à l'heure, eh ben, c'est comment je fais pour me rendre compte, pas pour me rendre compte, mais pour être certain que mon modèle que j'ai mis en production, par exemple, il y a 3 mois, hein, mon modèle de recommandation, ou mon modèle de fraude, ou ce que vous voulez, comment je fais pour savoir s'il est toujours bon. Voilà. Parce que mes consommateurs, ils ont peut-être changé, mes produits, ils ont changé, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans le même produit, hein, dans ce produit analytique, ce qu'on appelle le factory, hein, cette notion d'industrialisation. Et donc là, c'est comment je fais pour manager et gérer mes milliers de modèles en production. Parce que comme on est un data-driven business, eh ben, on n'a pas fait que 3 modèles, on en a fait des milliers. Et comment je fais pour être certain que mes modèles en production sont toujours bons. Et donc là, en fait, on va dire, c'est une notion de gestion, d'orchestration et de gestion de la maintenance de mes modèles qui va être faite automatiquement par l'outil. Par exemple, il va regarder tous les jours si le modèle a toujours les mêmes qualités statistiques dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que mon modèle il est toujours bon? Est-ce que c'est toujours les mêmes variables qui influencent la fraude, etc., etc. Et si jamais l'outil se rend compte que, ah, attention, ton modèle 48 là-bas qui est en production, bah, il n'a pas l'air très très bon. Enfin, statistiquement parlant, il est plus aussi bon que quand tu l'as mis en production. Dans ce cas-là, vous êtes alerté. Vous avez un système d'alerting qui vous dit, tiens, attention, Alexis, ton modèle 48, bah, moi, je lui fais plus confiance, quoi. Statistiquement, sur les données qui sont en train d'arriver, c'est plus le même. Et donc, c'est cette notion d'industrialisation qui est extrêmement importante à vraiment garder en tête. Parce que sinon, en fait, le problème qui va se passer, c'est que vous allez faire des modèles et vous allez les mettre en production, vous allez être super content pendant 1 mois, pendant 3 semaines, pendant 6 mois, je ne sais pas. Ça va dépendre des cas d'usage. Et puis au bout d'un moment, en fait, le modèle ne marchera plus. Alors, il vous dira des bêtises. Et donc là, en fait, vous allez... en fait, ça va être encore pire que de ne rien faire. Hein. Donc cette notion de gestion du cycle de vie des modèles est extrêmement importante à avoir en tête avant de partir dans ce genre de projet. Alors là, bon ça, je vais laisser tomber. Hop. Et je passe en fait sur les cas d'usage et quelques histoires clients. Les cas d'usage, on en a donné quelques-uns là pendant cette petite discussion que j'ai tout seul avec moi-même. Il y en a plein, il y en a partout. Si on regarde ici, donc ça on va dire, c'est les directions, enfin, ou les entités d'une entreprise, hein, au niveau de la vente, au niveau des operations, donc de la production, au niveau de la finance, des ressources humaines, dans chaque département ou direction d'une entreprise, vous avez des centaines, c'est peut-être exagéré, mais vous avez des dizaines et des dizaines de use cases possibles. Ceux qui sont extrêmement classiques, que tout le monde connaît, qui existent depuis des années, c'est comment je fais pour vendre mieux. Donc c'est la première partie, c'est le marketing. Comment je fais pour vendre mieux, vendre plus, vendre au bon moment, au bon prix, au bon client. Alors, voilà, donc c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est next best offer, next best action, les recommandations, l'optimisation des campagnes marketing. Comment je fais pour éviter que mon client ne parte. Je suis Orange, j'en ai marre de voir mon client partir chez SFR ou chez Free. Comment je fais pour, avant qu'il ne parte, hein, le but c'est bien avant qu'il ne parte, parce que quand il est parti c'est trop tard, déterminer qu'il a une probabilité importante de partir chez un concurrent. Et dans ce cas-là, si j'ai déterminé une probabilité, je sais pas, je vais dire au plus de 80% que cette personne va partir, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les recommandations? Donc là, j'ai fait plusieurs modèles. Hein, quelles sont les recommandations pour le garder et qu'est-ce que je peux lui proposer comme produit? Hein, donc là, on n'est pas que dans un modèle, on en a un modèle de churn, hein, ce qu'on appelle le churn, le fait de partir d'un fournisseur, on va dire, d'un fournisseur à un autre. Et puis après, on va faire des modèles de recommandation, des modèles d'appétence, etc. Donc là, juste pour une information, qui a beaucoup de valeur pour les commerciaux ou pour les centres d'appel, etc., on va créer peut-être 5, 10, 15, 20 modèles. Dans la partie, donc ça c'est la partie sales and marketing qu'on fait depuis des années, mais qui maintenant se développe de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de données. Hein.
aussi, de plus en plus de moyens de les traiter. La partie operation, hein, donc comment je fais pour prévoir qu'une machine va tomber en panne, comment je fais pour prévoir que je suis en train de faire un produit qui va être de pas bonne qualité, etc., etc. Donc tout c'est comment je fais pour optimiser mon prix. Et puis toute la partie, je vais aller vite là-dessus, de toute façon les slides seront partagés, et je pense que vous les connaissez. Comment je fais pour déterminer les cas de fraude, que ce soit de la fraude interne, de la fraude externe, comment je fais pour essayer de comprendre que cet employé va démissionner, mais j'ai envie de le garder, donc il faut que je le sache avant qu'il démissionne, etc., etc. Tous ces use cases dans la finance, dans la fraude, un peu partout. Alors de plus en plus, après il y a les other sectors, là vous voyez sur la droite, de plus en plus, c'est des technologies qui se développent vraiment aussi dans tout ce qui est life science, hein, comment je fais pour optimiser un traitement pour une maladie, hein, donc ça c'est vraiment on n'est pas dans le business, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plus beau, hein, je trouve, c'est comment je fais pour voilà, donner le bon traitement adapté à la bonne personne, hein. C'est pas quelque chose de simple, hein. Donc voilà, de plus en plus d'investissements de la part de SAP sont faits dans ces domaines-là aussi. Là, je vous ai représenté justement, c'est un peu la même value chain d'une entreprise, hein. C'est un peu une vision un petit peu différente, mais de l'entreprise intelligente, le data-driven business, hein, dont on parlait tout à l'heure. Le data-driven business, ça commence pour une entreprise qui produit quelque chose, on va dire. Ça commence par réfléchir à la création d'un produit, hein, donc c'est tout ce qui est innovation et développement. Ensuite, c'est la partie manufacturing, hein, et donc il y a un cycle. Je pense à un produit, je le développe, je l'imagine, je le produis. Après, il y a de la logistique, hein, entrante et externe. Et puis après, je le distribue. Et donc, il y a quand même un cycle de vie hein, qui est un peu continu là-dessus. Et puis là, je vous ai mis des références clients un petit peu dans tous ces domaines-là, parce que en fait, dans une entreprise, à chaque niveau, comme on l'a dit, hein, pour être une entreprise intelligente, data-driven business, et ben c'est un peu à tous les niveaux d'entreprise qu'on peut appliquer ces genres de méthodologies. Voilà. Donc là, si je vais avoir le temps de faire la démo, je vais aller assez vite, mais toutes ces références, on pourra vous communiquer aussi les cas d'usage qui sont divers et variés de, de, de deux très rapidement sur ces cas d'usage. Trenitalia, alors pour ceux qui nous connaissent bien dans ce call, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette entreprise, c'est la SNCF, ça tombe bien aujourd'hui, hein, je pense que c'est une journée importante pour la SNCF, donc voilà, je parle de Trenitalia. Trenitalia, c'est la SNCF en Italie, des données de capteurs, des données transactionnelles de l'ERP, toutes les maintenances de train, etc., etc. Comment je fais pour réduire mes coûts de maintenance? Coûts de maintenance qui sont estimés, enfin pas estimés, qui sont d'environ 1,3 milliard d'euros par an. J'aimerais bien réduire un petit peu ces coûts. Comment je fais? Je fais de la maintenance prédictive. Et comment je fais ça? J'analyse les capteurs de mes trains. Je prends en compte aussi toutes les données transactionnelles de mes maintenances passées. Donc ça, c'est les systèmes SAP, hein, les RP SAP. Et je mets tout ça, je mélange tout ça, paf, je fais des modèles mathématiques et j'arrive à réduire de 8 à 10% par an mes frais de maintenance. Donc ce qui représente à peu près 130 millions d'euros par an d'économie en mettant en place ce genre de système. Et là, on est sur un use case, hein. On n'est pas encore dans l'entreprise intelligente dont on parlait tout à l'heure. Et ce premier use case, c'est la réduction des maintenances. Bon, donc 130 millions d'économies, ce qui permet de financer les autres use cases. Comment je fais pour vendre mieux, comment je fais pour améliorer mon expérience client, etc. etc. Hein. Donc ça, c'est Trenitalia. Il y a plein de vidéos sur YouTube, Trenitalia SAP, en mode document. Mais un use case intéressant, plutôt orienté maintenance de train. Hein. M-Bank, un autre exemple. Pareil, il y a des vidéos sur YouTube qui sont assez intéressantes à regarder. Là, quelque chose de complètement différent. Accès marketing, accès connaissance client. Comment je fais pour mieux connaître mon client et lui proposer des offres adaptées au bon moment, au bon prix. Donc là, c'est vraiment une expérience personnalisée pour 4,5 millions de clients. Et donc là, les résultats sont sur le côté. Hein. Dès la mise en place de ce système avec Predictive Analytics, une augmentation des campagnes marketing, des résultats, hein, pardon, du taux d'adoption 400% sur certains types d'emprunts, etc., etc. Là, c'est vraiment une connaissance client approfondie et donc avec la mise en place de ce type de système. Voilà, petite démo extrêmement rapide. Predictive Analytics, de toute façon, vous allez voir,
on met pas très longtemps pour faire un modèle. Partie data manager là-haut, hein, quand on veut commencer à préparer les données, hein, j'ai plusieurs sources de données, je veux les mettre ensemble, etc., etc. Je vais vous montrer ça. Partie modeler, automated analytics. Et donc c'est là où on va donner la possibilité à un analyste de créer des modèles mathématiques. Et la partie expert dont on a parlé assez rapidement, hein, pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui veulent créer leur modèle extrêmement précis. Dans cette partie modeler, je vais aller créer une classification. Donc ça c'est pareil, on pourra en reparler. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et là, je vais aller chercher un fichier de données. Donc moi, je suis sur mon PC. Mon PC, je vais aller chercher un petit fichier texte. Hein. Donc là, bien évidemment, on peut se connecter à n'importe quel site, etc., etc. Mais là, pour moi, c'est un petit fichier texte. Il y a un petit pop-up qui a dû apparaître. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est une démo que vous avez déjà dû voir de ma part, qui est extrêmement simple, parce que sinon, que ce soit simple de en fait. Hein. Et donc là où j'ai un fichier client avec un peu tout type de données, hein, des données textuelles. Hein, voilà, je suis un homme, je suis une femme, j'ai combien d'enfants, 1, 2, 3, 4 ou plus, etc., etc., les données numériques. Et puis j'ai une donnée finale ici, qui est est-ce que j'ai eu un accident. L'objectif ici, c'est une démo de l'assurance, c'est de me donner un prix, puisque moi je ne paye pas le même prix pour mon assurance que mon petit voisin. Et je ne paye pas le même prix en fonction de mon âge, de mon sexe, la façon dont je conduis, etc., etc. Donc là, ça c'est ce qu'on a appelé la variable objectif. Et on va essayer d'expliquer en fonction des autres variables. Là, cette démo, elle est simple. Je clique sur Next. Elle est simple. Donc, il y a une dizaine de variables. C'est rien. Dans la vraie vie, on a 1000, 5000, 10 000, 15 000 variables. Je ne sais pas. Là, voilà. Ça sert à rien d'en mettre 10 000, sinon ce serait compliqué pour rien. Donc là, je fais juste une description de mes datas. Hein. C'est l'outil qui l'a fait tout seul. Est-ce que je suis une variable nominale, ordinale, etc., textuelle. Et puis là, j'arrive au dernier écran, qui est la sélection de ma cible. Hein. Donc je veux comprendre les variables, les corrélations entre variables qui font que j'ai un accident. Parce qu'après, je veux mettre une probabilité à Eric, à moi, à vous, d'avoir un accident. Et on va tous avoir des probabilités différentes. Et ça, après, je veux l'intégrer dans mes processus d'entreprise. Donc là, j'ai ma variable accident, je vais expliquer par rapport à ces variables-là. Je clique sur Next, et je vais aller générer mon modèle. Comme vous voyez, je clique sur Generate, vous devez avoir un petit truc bleu qui passe là. Voilà, il m'a calculé le modèle, et là, il me donne des indicateurs. Donc ça, c'est des choses qui seront importantes à regarder, pas dans le cadre d'une démo, mais dans le cadre d'une mise en production. Est-ce que mes indicateurs de qualité sur mon modèle sont bons? Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver ici, puis vous allez les retrouver ailleurs. Mais ce qui est plus important, je trouve, dans la démo, hein, j'ai parlé du fait de comprendre le modèle mathématique qui a été créé, hein, c'est important. Quand je dis, bah tiens, toi, Eric, tu vas payer 1000 euros par an pour ton assurance, et moi, je vais payer 3000, je veux savoir pourquoi moi, je paye 3000 par rapport à 1000. Hein. Et donc, c'est ce qu'on va appeler ici la contribution des variables. Les facteurs, on va appeler ça des facteurs discriminants, ou des facteurs importants, qui font que moi, je paye plus cher qu'Eric. Hein, donc là, il me dit, bah, il a été trier les variables, enfin trier, il y a un modèle mathématique derrière, hein, donc c'est pas juste un tri au sens BI hein, du terme, hein, il a été métrié par ordre d'importance. Donc la variable la plus importante qui détermine le prix, c'est la variable nombre d'enfants, c'est le type de voiture que je conduis, est-ce que je suis un homme ou une femme, etc., etc. Quand je rentre dans le graphique, je double-clique là sur la petite truc bleue, après il a été de la même façon, me dire, bah tiens, quand tu es à gauche, hein, donc là c'est la partie ici à gauche, si vous voyez ma souris qui bouge, quand tu as 0 enfant, tu as un risque élevé par rapport à ceux qui en ont 4 et plus. Je ne sais pas si vous voyez très très bien vous de votre côté les 4 et plus, puisque Internet n'est pas toujours parfait pour ça. Mais en gros, là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que quand j'ai pas d'enfants, eh ben, j'ai un profil un peu plus risqué que quand j'en ai 4 et plus. Il a été me faire un truc qui s'appelle Other, ici, qui est en fait un regroupement. Il a été regroupé tout seul, le 1, 2 et 3. Et donc, je vais pouvoir, d'une façon business, hein, d'une façon ouais, très compréhensible, aller dans ces variables pour comprendre. Si je vais dans la variable âge, par exemple, il a été me découper la variable en tranches. C'était une variable continue au début. Il a été me la découper en tranches. Et ici, il y a des tranches 75 à 106 ans qui est très risqué, 25 à 39 ans qui est risqué, 18 à 25 qui est un petit peu moins risqué, etc., etc. Jusqu'à des classes ici, beaucoup moins risquées, du type 39-44 ans, etc., etc. Il a été me découper
cette variable de façon non continue et non linéaire. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, voilà, il a été de me mettre un impact différent pour chaque classe d'âge, on va dire. Les classes que je n'avais pas définies avant, hein. Ça c'est important de le mentionner. Et puis il a été me faire la même chose, ici si je clique dans profession, il a été me faire la même chose ici sur les données texte. Il a été me regrouper des données texte. Donc là vous voyez j'ai mis des données numériques, nominales, ordinales, manquantes, texte, et il a été me le faire en 2 secondes. Hein, il l'a fait tout seul. Donc ça permet de comprendre le modèle mathématique. Comme je suis en retard, vous avez un rapport statistique extrêmement complet qui va être ici. Vous avez la possibilité de faire tous les tests statistiques classiques qu'on fait. Donc c'est ce qu'on va appeler la courbe de Rock, le Lorentz, Gini, etc., le LIFT. Tout ça, vous avez les informations qui vont être automatiquement mises dans l'outil. Juste un dernier mot avant d'arrêter. Une fois qu'on a trouvé ce modèle mathématique, il y a une équation mathématique ici, hein, donc on n'a pas envie de la regarder, elle est plus ou moins complexe, hein, mais il y a bien une équation mathématique. Cette équation mathématique, c'est ce qui va nous permettre derrière d'implémenter cette intelligence en production. Et donc là, comment on va faire? Plusieurs possibilités. Soit je vais dans la partie run ici, où je vais aller faire, on va dire de la simulation. Hein. J'ai 0 enfant, je conduis une voiture de sport, je suis un homme, et qui est-ce qui était risqué des 75 ans? Je vais mettre 75 ans, hop, je run, ma probabilité d'avoir un accident est de 28%. Ok. Et si par contre j'ai plein d'enfants, je conduis une voiture plutôt cool, je suis une femme, et c'était quoi déjà, on va dire 45 ans, ma probabilité tout de suite tombe à 0,02%. Vous voyez bien, ça c'est le truc un petit peu, tiens, je fais du what if, hein, pour ceux qui connaissent le what if, tiens, je simule, si ça, ou ça, quelle est ma probabilité? Comment je fais pour industrialiser ça? Je vais aller générer ici du code, donc générer source code, je vais aller générer ce modèle mathématique qu'on vient de voir, je vais aller le générer par exemple en Java. Parce que moi j'aime développer en Java, c'est pas vrai hein, pour moi, mais peut-être que vous oui. Je développe en Java, je veux intégrer ce code, cette intelligence mathématique dans mon interface de conseiller client pour qu'il puisse proposer le bon prix. Je génère ce code, il est ici, et voilà, je viens de générer en 1 seconde le code mathématique en Java correspondant à cette intelligence. En 1 seconde, comment je fais? Je ne sais pas si vous voyez, Eric, dis-moi si vous voyez la feuille d'internet, et après j'aurai fini. Cette intelligence, là, je suis en train, je l'ai créée, on va dire, et là, je suis en train d'intégrer à Ibris. Hein. Et donc là, par exemple, je me connecte, et là, dans Ibris, multiple login, ok, il va parler, voilà, toc. Et ici, juste pour vous montrer, donc ça, c'est sur des opportunités hein, commerciales, hein, dans mon CRM. Alors on est plusieurs à être connectés sur le même truc. Voilà. Et donc dans mes opportunités, et après j'ai fini, donc si il y a des questions, tu peux déjà les prendre. Vous voyez ici que j'ai un score, hein, c'était mon 28% de chance, ou mon 0,02% de chance d'avoir un accident. Bah, ici c'est cette opportunité. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? J'ai un score. Et vous voyez ici que quand ce score d'opportunité qui est à 82, et ben il y a les facteurs clés. Les facteurs clés, c'est ce qu'on vient de voir dans la démo, en disant, bah tiens, c'est parce que moi j'ai 0 enfant, que je suis un homme, etc., etc. Bah ça, c'est mes facteurs qui font que j'ai 82. Et si je clique sur une autre opportunité, vous verrez que dans ce cas-là, les facteurs clés sont différents. Donc là, vous mettez à disposition dans une application un niveau de probabilité, hein, donc là c'est un score d'opportunité, et ce score d'opportunité, après, il est expliqué. On dit bah pourquoi. Là, alors là, il est fait. Dans la partie factory que j'ai pas montré tout à l'heure, on a un truc qui s'appelle PAI, Predictive Analytics Integrator, et qui permet en fait de faire tourner ces modèles. Ça, si vous voulez, envoyer un petit mail à Eric ou à moi, je pourrais vous montrer. Il y a eu une annonce qui a été faite là, extrêmement cette semaine ou la semaine dernière, hein, sur un truc qui s'appelle Predictive Analytics Application Edition. Bon, ça fait partie de l'outil. Hein. Et cette Application Edition permet en fait de faire tourner les modèles automatiquement. Je sais pas si ça répond à la question, mais l'idée, c'est que Ibris appelle ces librairies, et ces librairies, elles tournent, et elles sont intégrées en fait automatiquement, de façon complètement native.
Donc ça, on peut en parler, c'est pendant très longtemps. Donc faut pas hésiter, il y aura mes coordonnées aussi dans la fin de la présentation. Donc je pourrais vous montrer ou en parler. Allô, C'est je crois totalement qu'il y a d'accord. une autre question, Oui. Alexis. Mis à part Java, quels sont les autres codes de connexion possibles? Alors de connexion De transcription possible, pardon. voilà, exactement. Alors là, si vous voyez mon écran, je suis revenu sur Predictive Analytics. Donc là, par exemple, pour quelques exemples, hein, on peut faire du Hawk, du CCL. Donc ça, c'est pour le streaming, hein, si on veut balancer le code dans du stream, pour ceux qui connaissent le streaming. Du PNML, du C++, du HTML, du Java, même du SAS, pour ceux qui ont encore du SAS. Et du SQL pour un peu n'importe quoi, hein, que ce soit Alv, Spark, HANA, etc., etc. Donc on a une liste assez importante du code visuel basique, etc., de code possible. Donc tous les SQL pour optimiser suivant les bases de données, etc., etc. Alors, Donc si une jamais question c'est qui dans était en... HANA, ça va Ouais, être dans HANA Alexis. directement. Ouais, Ouais. pardon. Tu m'entends? Oui. Il y avait une question qui était liée à celle-ci, qui était de savoir si le code généré peut être utilisé dans n'importe quel outil, uniquement les outils SAP. Ah non, 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 c'est n'importe quel outil. Non, c'est pas du tout propriétaire dans le sens SAP. Et on prend la dernière question qui est la suivante. Une fois le code généré, est-ce qu'on l'importe? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. On va, soit on veut l'intégrer de façon perpétuelle, ouais, ça peut être mieux, dans une application. Je prenais l'exemple d'un CRM. Voilà, j'ai un CRM, donc je vais aller par exemple générer du code SQL pour la base de données qui est sous le CRM. Et donc dans ce cas-là, je vais l'importer comme une nouvelle procédure dans cette application. Si c'est sur du HANA, ça va être un peu différent parce que ça va être plus vivant, parce que HANA étant un nous, voilà. Mais une des possibilités, il y en a deux, il y a le PAI dont on parlait tout à l'heure, hein, pour Hybris par exemple, hein, là où on n'importe même pas de code, on fait appel en fait à Predictive à travers l'application Hybris. Là, ici, dans l'exemple que je vous montre, c'est je génère un code, ce code, je l'importe, enfin je l'importe, je le copie-colle dans une procédure de mon autre applicatif.